Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la RSE, la responsabilité sociétale, environnementale, un axe majeur de leur stratégie. Je vous propose le programme aujourd'hui avec notre invitée Alexandra Palt, la vice-présidente exécutive de L'Oréal, qui va nous présenter les engagements de son groupe pour 2030. Ça s'appelle L'Oréal pour le futur. Notre débat RSE du jour porte sur l'impact climatique des produits que nous importons avec la présidente du Haut Conseil pour le climat et le président de l'agence Engage. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble les impactrices. C'est une communauté qui connecte, qui accompagne les femmes à impact dans leurs projets à impact. Voilà pour les titres, on est ensemble pour une demi-heure. Bonjour Alexandra Palt, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la vice-présidente de L'Oréal, c'est vous qui pilotez la responsabilité sociétale et environnementale du groupe. Et vous venez de lancer ce programme qui est ambitieux, L'Oréal pour le futur. Est-ce que vous diriez que c'est un virage stratégique, que la RSE devient centrale dans la stratégie de L'Oréal ? Bon, en fait, le programme L'Oréal pour le futur est la suite d'une stratégie qui a démarré en 2013, ou même avant, on peut dire. Donc, on a déjà pris des engagements très importants d'une transformation durable en 2013. On s'était engagé à réduire l'empreinte environnementale de notre activité industrielle de 60%, d'améliorer le profil environnemental de tous nos produits, d'avoir un impact social sur l'accès à l'emploi. Donc, ça, c'était une première génération. Et en 2020, et vous avez tenu ces engagements d'ailleurs ? Oui, bien, on a tenu ces engagements. Certains, on les a dépassés, certains, on les a atteints. Sur certains, on va les atteindre l'année prochaine. Par exemple, on a dépassé l'objectif de réduction d'émissions carbone. On avait un objectif de 60% de réduction d'émissions carbone. On a réussi à réduire de 80% les émissions carbone dans notre activité industrielle. Donc, c'était un grand succès pour nous. Mais tout ce travail pendant 7 ans nous a fait prendre conscience que en 2020, il ne faut pas juste rendre compte de ce qu'on a déjà fait, mais il faut aller beaucoup plus loin et donc d'annoncer une transformation encore plus radicale. Et donc, on a annoncé cette transformation durable qui s'appelle L'Oréal pour le futur. Alors, on va reprendre, qui est complètement intégrée dans la stratégie de l'entreprise. Oui, pour répondre à la question. Voilà. C'est peut-être pas central, mais c'est intégré à la stratégie. Non, c'est central parce que ça va complètement transformer notre modèle économique, notre manière de faire. Ça concerne tout le monde, tout le métier, toutes les activités. C'est donc vraiment une transformation du modèle économique central. Alors, on va reprendre quelques-uns de ces engagements du programme L'Oréal pour le futur. 100% des sites neutres en carbone d'ici à 2025. Donc, vous n'en êtes pas si loin, finalement, c'est ce que vous nous disiez. 100% de l'eau industrielle recyclée, réutilisée d'ici 2030. 100% des emballages plastiques d'origine recyclée ou biosourcés d'ici 2030. Et puis, il y a aussi cet accès à l'emploi pour 100 000 personnes issues de communautés défavorisées d'ici à 2030. Je n'ai pas tout listé, il y a encore d'autres engagements. Mais est-ce que ça coûte de l'argent ? C'est une question qu'on se pose souvent ici dans cette émission qui est consacrée à l'impact et à la mutation des entreprises petites et grandes vers la RSE. Ça coûte d'abord de l'argent. Il faut accepter d'investir, d'être peut-être un peu moins rentable. Bon, il y a plusieurs réponses à votre question. Je voudrais d'abord donner une réponse qui est vraiment une réponse de conviction. C'est-à-dire pour moi, la question maintenant doit être qu'est-ce que ça coûte de ne pas le faire ? Oui. Parce qu'à l'heure actuelle, on voit déjà l'impact du changement climatique, on voit l'impact de la perte de la biodiversité, on traverse une crise systémique mondiale, on voit quel sera l'impact des crises climatiques beaucoup plus grave que la crise de Covid sur l'entreprise et notre environnement. Donc je pense qu'il est très clair aujourd'hui de dire le prix, il se calcule en fonction de qu'est-ce qui va se passer si on ne le fait pas. Ouais. Et donc, parce ça nous coûtera beaucoup plus cher si on ne fait rien. Mais des milliers de fois plus cher et même jusqu'à notre existence. Une entreprise ne peut pas fonctionner dans une société qui est en effondrement climatique, social, etc. Ce n'est pas possible. L'entreprise a besoin d'un environnement apaisé, qui fonctionne, où chacun peut donc socialement contribuer. Donc il y a la question de l'inclusion sociale, mais également, bien sûr, avec un environnement qu'on n'aura pas tellement détruit que l'espèce humaine risque de ne pas survivre. Donc c'est ma première réponse. Ça, j'entends cette réponse, mais on peut avoir parfois des actionnaires qui mettent la pression, qui veulent du rendement et qui donc disent « Attendez, ça va nous faire perdre des sous, nous rendre moins rentables pendant combien d'années ?» C'est peut-être une question qui est vraiment posée. Il y
a la deuxième réponse, qu'on a par exemple réduit nos émissions carbone de 80%. Ça a bien sûr nécessité des investissements, bien sûr nécessité un changement de la manière de faire. C'était extrêmement rentable pour nous, comme on a pu voir quand on regarde la réussite de L'Oréal. Donc on a entamé cette transformation il y a 7 ans et ça n'a jamais été meilleur. Après, pour moi, c'est la question, et je pense que ça, c'est aussi un peu la culture de L'Oréal, qui on est une entreprise long terme. On est là depuis 110 ans. Donc, notre perspective, ce n'est pas 3 ou 6 mois. Notre perspective, elle est plus long terme. Et saisir ce qui commence, qui est un des leitmotifs de L'Oréal, était extrêmement important pour avoir la capacité à être encore là dans 10, 20, 30 ans. Donc, oui, des investissements, c'est clair, mais ils sont déjà rentables maintenant. On le voit sur le sourcing de matières premières, l'enjeu de faire du sourcing durable, d'avoir accès à des matières premières qui sont donc sourcées durablement, ça va devenir dans les prochaines années un vrai enjeu business auquel il faut être préparé. Donc on aura des coûts d'investissement, mais on aura aussi des opportunités et des bénéfices par notre stratégie. Dans les engagements que vous prenez, donc ce programme L'Oréal pour le futur, est-ce qu'il y a aussi un engagement de transparence vis-à-vis de vos clients sur la provenance des produits, sur l'étiquetage? Est-ce que vous allez faire évoluer ça aussi? On avait un engagement, on a dit qu'en 2020, on va afficher le profil environnemental et social de nos produits pour le consommateur. Et ça, c'est un engagement qu'on a donc commencé là en 2020 à mettre en œuvre et à rendre transparent parce que c'est pas simple. L'affichage environnemental, parce que c'est des informations techniques qui nécessitent une certaine expertise d'analyse. Est-ce que vous connaissez l'empreinte carbone d'un shampoing, l'empreinte eau d'un shampoing? Est-ce que ça vous parle si je mets des grammes en face? Difficilement. Donc, il fallait trouver une manière de l'afficher qui fait du sens pour le consommateur. Donc, on a élaboré et testé avec des consommateurs une méthode qui s'inspire du Nutri-Score. Donc, nous, on a fait depuis 7 ans de l'éco-conception. Donc, on connaît l'impact environnemental et social de chacun de nos produits. Et maintenant, on affiche ça en score. C'est des scores, donc c'est une méthode qui a été élaborée avec les meilleurs scientifiques du monde, qui est auditée par le Bureau Veritas et qui affiche aussi bien le score très, très positif, un profil A est très, très positif, comme un profil E qui est donc beaucoup moins positif. Donc, on est dans cette logique de transparence. On l'a mis en place pour Garnier, pour les produits de cheveux. Et les résultats de consommatrices et consommateurs sont plutôt positifs. Les produits E, vous en avez beaucoup et ils se vendent toujours? On a des produits pas beaucoup, parce qu'on a engagé cette transformation d'éco-conception. Un de nos objectifs entre 2013 et 2020 était d'améliorer le profil environnemental de tous nos produits. Donc en 2020, 95% de nos produits se sont améliorés. Mais il y a encore des profils E qui sont affichés, où on s'engage à travailler sur une stratégie d'amélioration et où on dit aussi aux consommateurs, si vous ne voulez pas prendre ce produit-là, il y a une alternative et c'est ce produit-là qui a un profil environnemental plus favorable. Alors, vous avez décidé d'engager aussi et de donner la parole à certains salariés du groupe L'Oréal pour porter ces engagements de L'Oréal pour le futur. Je vous propose de regarder l'une des publicités, il y en a plusieurs comme ça qui sont proposées. Regardez. On a installé des compteurs dans chaque secteur d'activité pour que nos managers puissent au quotidien piloter leur consommation. C'est vrai pour le CO2, mais c'est vrai aussi pour l'électricité, l'eau, les déchets. Votre objectif, c'est que les salariés soient vos premiers ambassadeurs dans cette démarche? Ils le sont déjà. Au quotidien, c'est incroyable. L'adhésion des salariés, la manière dont ils le portent, c'est des centaines de personnes qui font que ces engagements-là voient le jour et sont traduits en réalité. Donc, de le faire aussi porte-parole nous semble normal parce que c'est eux qui le portent. Et il faut d'ailleurs, on ne peut pas assez les remercier pour leur engagement et vraiment la volonté de faire avec lequel ils portent ces transformations. Mais deuxièmement, c'est aussi parce qu'on voulait, avec cet affichage, montrer on a déjà fait des choses, on a déjà commencé ce chemin il y a longtemps et on va le conduire
plus loin. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, personne ne peut être parfait. Nos enjeux à tous, c'est de mener cette transformation pour être dans les limites planétaires aussi rapidement qu'on peut. Alors il y a aussi cet engagement philanthropique, des investissements environnementaux. Je vais en citer 3 fonds de dotation de 50 millions d'euros à destination des femmes en situation de grande difficulté, 50 millions d'euros pour restaurer 1 million d'hectares d'écosystèmes endommagés et la même somme, 50 millions, pour promouvoir l'économie circulaire. Au-delà des engagements, je voudrais qu'on parle de choses qui existent déjà. Et moi, l'un des thèmes qui me passionne, c'est comment l'innovation peut se mettre au service de la transition écologique. Vous venez de créer un emballage qui est fait à partir d'émissions de carbone captées et recyclées. C'est quoi ça ? Donc ça, c'est un des projets sur lesquels on travaille avec beaucoup d'autres innovations. L'enjeu aujourd'hui, c'est que quand on parle du plastique qui a un enjeu très émotionnel, c'est que bien sûr, il faut essayer de réduire la consommation plastique. Deuxièmement, il faut essayer d'utiliser du plastique recyclé, parce que ça, et il faut répondre à cet enjeu par des innovations de nouveaux matériaux et d'innovations, comme vous dites. Une des innovations, c'est donc la captation de carbone pour le transformer en un matériau utilisable comme un plastique normal, mais il y a aussi les cartons papier. On vient aussi de sortir un tube qui est moitié carton, moitié plastique, et on espère d'arriver à complètement carton-papier rapidement. On fait des shampoings solides où on a juste du papier autour. Donc, il y a pas une innovation qui va apporter la réponse. Il faut investir, il faut trouver des solutions pour répondre donc aussi par l'innovation. Mais l'innovation doit toujours être combinée à un effort de réduction, parce que ça ne peut pas être la seule réponse. Et donc, nous, on mène ça toujours en double stratégie. On réduit la consommation et on répond par l'innovation. Merci beaucoup. Merci Alexandra Palt. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat, on va parler de la pollution importée. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Comment réduire notre impact climatique et notamment celui des produits que nous importons? C'est notre débat avec Jérôme Cohen. Bonjour. Vous êtes le président du cabinet Engage qui veut aider les citoyens et les organisations à se saisir des grands défis du 21e siècle. Absolument. Et puis on est aussi en visioconférence avec Corinne Lequéré. Bonjour, vous êtes climatologue. Vous présidez le Haut Conseil pour le climat. Je voudrais qu'on commence peut-être, Corinne Lequéré, par définir ce dont on parle. C'est quoi la pollution importée, les émissions importées? Bonjour, ce sont les émissions qui sont associées à la production des produits que l'on consomme en France, mais qui sont produits à l'étranger. Donc c'est l'empreinte carbone de la France, elle est très importante. Elle est en fait 70% plus élevée que les émissions sur le territoire français, pour laquelle là nous avons des responsabilités directes. Et cette pollution importée, c'est le terme que j'emploie, est-ce qu'elle est en augmentation depuis plusieurs années? Hélas. Est-ce que vous avez entendu ma question? Là, je ne sais pas si vous me parlez à moi ou à l'autre personne. Je vous parle à vous, c'est les délices des visioconférences. Donc Corinne Lequéré, est-ce que cette pollution importée, elle est en augmentation? Oui, absolument. Elle est en augmentation continue sur les dernières décennies, alors que nos émissions sur le territoire français, elles, diminuent. Et donc, on a un gros problème au niveau de l'empreinte carbone de la France, qui est causée par les émissions associées à nos importations. Et cette augmentation, elle est causée par l'augmentation de la consommation en France. Avec des émissions de CO2 importées en hausse de 78% entre 1995 et 2018. Jérôme Cohen, comment s'expliquent ces chiffres? Est-ce que c'est tout simplement une conséquence de la désindustrialisation que vit notre pays depuis des décennies? Oui, c'est-à-dire qu'on a évidemment on a exporté en fait notre pollution, qui représente à peu près le double de la pollution que nous émettons en produisant depuis la France.
Et puis, ça s'explique aussi de façon très large par l'augmentation massive de la consommation. Donc en fait, il faut évidemment que les entreprises et les citoyens changent leur modèle à la fois de production et de consommation. Et c'est de ça, à mon avis, qu'on doit discuter, parce que évidemment, il faut probablement réduire les importations, encore qu'on verra, suivant le fait que les entreprises vendent ou achètent des matières premières en France ou à l'étranger. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite et simple. Ça doit se faire par entreprise et par secteur. Et qu'ensuite, il faut revenir à des modes de production et de consommation beaucoup plus durables dans tous les sens du terme. Et ça, c'est un travail fondamental. Ouais. Est-ce que ça veut dire que la relocalisation, c'est forcément la solution ou que c'est beaucoup plus compliqué que ça? C'est un peu du cas par cas en fonction des secteurs. Oui, absolument. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On accompagne beaucoup d'entreprises. Ouais. Alors, suivant le fait qu'elles achètent leurs matières premières en France à l'étranger pour produire en France. Et qu'après, elles vendent ou en France ou à l'étranger. Prenons le cas du luxe, par exemple, avec qui on travaille beaucoup. C'est certain qu'il y avait presque un dogme autour du produire français. Sauf que si vous avez 80% de vos achats qui sont faits à l'étranger, produire français, sur l'impact carbone que vous avez, c'est dramatique. Et surtout, si en amont... On importe des matières premières pour produire français et ensuite exporter nos produits. Voilà. Donc ça fait l'aller-retour plusieurs fois. Donc c'était évident. Le jean, c'est une caricature de tout ça aussi. Donc comment on arrive, si vous voulez, cas par cas, à bien mesurer, c'est pour ça que c'est fondamental, la façon, tout le cycle de production, tout le cycle de valeur et donc d'émissions de gaz à effet de serre ou l'impact carbone de ce que nous produisons, comment on le mesure depuis... finalement l'achat de matières premières, la culture même de matières premières, jusqu'à la vente, jusqu'au magasin. Et je pense qu'il y a là-dessus un travail fondamental à faire, à la fois par les entreprises, mais aussi de communication envers les consommateurs, envers les citoyens, pour qu'ils puissent se décider à bon escient. Corinne Lequéré, vous identifiez dans un rapport qui a été remis il y a un mois plusieurs leviers d'action et on va se concentrer, si vous voulez bien, sur le levier d'action qui vous semble prioritaire, c'est l'adaptation des stratégies industrielles des entreprises. Donc on reste dans ce même thème. Quel est l'objectif pour vous? Quels sont les messages que vous voudriez faire prioritairement passer aux entrepreneurs français? Oui, déjà, effectivement, pour contrôler l'empreinte carbone, on a des choix. Ce sont les décisions des entreprises et des consommateurs, mais surtout des entreprises par rapport à leur filière d'approvisionnement qui pourraient faire basculer justement ces émissions de l'empreinte carbone. Donc, il s'agit pour les entreprises de faire un suivi de leur chaîne d'approvisionnement par des méthodes qui existent déjà, par exemple les Science-Based Targets ou les ACT, et de travailler avec leurs fournisseurs le long de la chaîne d'approvisionnement pour faire réduire ces émissions. Donc, on peut parler des actions à mettre en place par les entreprises. On peut aussi parler de comment le gouvernement peut accompagner les entreprises dans ces stratégies de décarbonation des filières. Et là, le gouvernement s'est déjà engagé à mettre en place des stratégies par filière de décarbonation pour les émissions qui sont faites en France. Et ces stratégies pourraient aussi être élargies pour inclure les émissions associées aux importations. Ça veut dire, Corinne Lequéré, plutôt des aides, un soutien du gouvernement que des sanctions pour les entreprises qui ne décarbonent pas assez vite? Donc, des aides pour commencer, des précisions, des modifications des lois, par exemple de la loi de la consommation circulaire ou de la loi Pacte. Et si ça ne va pas assez loin, alors éventuellement des mesures plus fortes, comme vous l'indiquez, des sanctions. Mais en fait, pour le moment, on a un travail à faire pour clarifier d'où viennent les émissions, pour améliorer les méthodes d'analyse de cycle de vie pour bien comprendre quels sont les produits où on doit faire un travail particulièrement important tout de suite. Et on a des méthodes pour soutenir les entreprises dans leurs actions à mettre en place qui peuvent être élaborées tout de suite. Jérôme Cohen, alors il y a beaucoup d'options et d'options positives avant d'employer le mot sanction dans ce que dit Corinne Lequéré. Oui, mais dans le climat économique actuel, on imagine mal devoir aller jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je suis d'accord. Moi, je suis chef d'entreprise et on me dit il faut que tu réduises ton impact carbone et attention, si tu le fais pas, on va te sanctionner et peut-être tu auras une amende salée. C'est peut-être pas le moment de dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je comprends. Mais en fait, je pense qu'il faut passer à une économie
économie de la valeur, ou des valeurs en quelque sorte, à une économie de la sobriété. Et ça, il ne faut pas se leurrer, ces produits vont coûter plus cher à la fois à produire, donc ils vont être plus chers pour le consommateur. Donc comment, en fait, on associe, on aide ces entreprises à aller vers cette nouvelle économie, cette nouvelle façon de fonctionner. Donc, il peut y avoir évidemment des aides, je dirais, fiscales. On peut parler de la TVA. Et puis, il y a, je pense, une capacité des entreprises, honnêtement, qui s'accélère, pas suffisamment, à prendre en compte cette dimension-là. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans les entreprises, il y a des consommateurs, des citoyens qui poussent pour que ça change en interne. Alors, est-ce que les entreprises vont accepter de baisser un peu leurs dividendes ? Est-ce qu'on va les aider à faire une TVA un peu meilleure ? En fait, il faut aller vers la production de biens plus durables dans tous les sens du terme. Donc, l'économie de valeur, c'est-à-dire qu'un produit va durer plus longtemps, sera plus cher. Donc, comment on aide l'entreprise et les consommateurs, surtout en cette période, vous l'avez très bien dit. Aujourd'hui, évidemment, le Covid ou la Covid, ça permet une prise de conscience incroyable. Mais aussi, il y a une problématique de il y a des entreprises qui sont d'abord en mode survie. Et puis même des consommateurs. Ouais. C'est-à-dire qu'acheter plus cher aujourd'hui, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que les entreprises vont accepter de produire moins et des produits meilleurs plus chers ? C'est ça toute la question. Et pour moi, ça passe par un travail fondamental d'éducation, de transparence. C'est pour ça que j'ai amené un bouquin qui s'appelle Le Bug Humain. Ouais. Essayez tous de lire ce bouquin qui explique pourquoi, alors qu'on sait qu'il y a une prise de conscience, en fait, nos cerveaux presque reptiliens d'une certaine façon, nous empêchent de changer et d'aller plus vite. Et lire ce bouquin individuellement, et je pense que si tous les dirigeants le lisaient, ça permettrait probablement une prise de conscience de ce qui ne marche pas chez nous et de notre capacité à évoluer. Mais ça passe par une éducation. L'éducation, ça dure 10 ans. Est-ce qu'on a le temps ? C'est un autre sujet. Oui, c'est un autre une sujet. Génération. Un dernier mot rapide, Corinne Lecquéré. Est-ce que l'État donne l'exemple en matière de commande publique, vous voyez, pour réduire justement cette pollution importée ? Et donc, mais il y a beaucoup de travail à faire aussi au niveau de l'État. Donc, l'État pourrait aller plus loin, par exemple, à l'intérieur des accords commerciaux avec les autres pays pour augmenter le poids de l'impact environnemental. On a aussi des leviers supplémentaires, par exemple le score carbone sur les produits qui permettrait d'orienter le choix des consommateurs et de pousser le marché vers le haut. Donc l'État, les entreprises, tout le monde au jour d'aujourd'hui pourrait aller vraiment beaucoup plus loin. Les émissions, la baisse en émissions en France doit s'accélérer très très rapidement et elle doit aussi maintenant commencer à inclure les importations. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Corinne Lecquéré. Merci beaucoup. Jérôme Cohen. À bientôt, évidemment, dans cette émission. Et sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec Clotilde Mallet, cofondatrice du collectif Les Impactrices. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Il existe depuis quand ce collectif et puis avec quelle idée en tête vous l'avez créé ? Alors, il existe depuis 2018. Le premier événement, il a été créé en 2018 et on l'a créé pour répondre à un constat qui est un double constat. D'une part, les femmes sont particulièrement vulnérables face au dérèglement climatique. Elles sont aussi particulièrement engagées face à ces enjeux, on le sait, ne serait-ce que pour les votes écolos ou ce genre de choses. Et pourtant, elles sont sous-représentées dans les sphères médiatiques, politiques ou économiques. Donc, pour répondre à ces trois constats, on a eu envie de créer une communauté qui révélerait le potentiel des femmes engagées dans la transition environnementale et sociétale. Alors, depuis mars 2008, c'était votre premier événement. Ouais. Vous en avez organisé beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples pour qu'on comprenne qu'est-ce que vous voulez faire et aussi quel impact, c'est le cas de le dire, ça a. Oui, alors on a des événements, en fait la communauté, on l'a construite autour de 3 piliers. Donc peut-être je peux vous donner des exemples autour de ces différents piliers. Le premier pilier, c'est inspirer. Donc pour commencer, il faut donner envie aux femmes, d'abord leur dire que c'est possible, qu'il y a déjà des femmes qui sont engagées dans la transition environnementale et sociétale. Donc là par exemple, on interviewe des femmes, on a interviewé la BDiste Emma, pour voilà, lui demander un peu quel était son parcours, qu'est-ce qui est à la base de son engagement, quels sont ses déclics, quelles sont aussi ses difficultés. Donc ça
tout ce qui va répondre à notre pilier qui est inspiré. Ensuite, il y a accompagner. Ensuite, il y a accompagner. Donc là, on a plein de formats différents. En gros, on essaye d'utiliser des formats les plus variés possibles pour accompagner les femmes à révéler leur potentiel. Ça veut dire quoi? De la formation, du coaching, par exemple? Du coaching individuel, du coaching collectif. On utilise aussi des outils qui sont des ateliers d'intelligence collective. Donc, on va réunir une dizaine de membres de la communauté autour de l'une de ces membres. Donc, un peu plus concrètement, on a organisé récemment un atelier au bénéfice d'une graphiste qui est spécialiste en pollution numérique. Et on a, en suivant une méthodologie, on a fait émerger des propositions pour son plan de communication. Voilà. Okay. Donc ça, c'est pour le pilier accompagné. Et en parallèle, on sait bien que les femmes ont besoin d'outils de connexion, d'entraide. Donc c'est notre troisième pilier, la connexion. Et donc là, ça va être des événements, soit digitaux. En ce moment, c'est pas mal digital. Et ça peut aussi être des événements comme des after-work, tout simplement, pour permettre aux femmes de se rencontrer. Mais il y a aussi peut-être une notion de réseau, de lobby. Quand on dit connecter, est-ce que vous avez cette idée en tête aussi? Alors, effectivement, sur ce sujet femmes et transition environnementale et sociétale, le lien n'est pas toujours fait, il n'est pas toujours évident. Aujourd'hui, ça fait partie de nos actions, de ce que nous, on met dans Inspirer, de parler de ce sujet, de prendre la parole pour dire qu'en fait, il y a un lien à faire entre le fait que les femmes soient sous-représentées et donc, du coup, elles ne peuvent pas contribuer à leur plein potentiel à résoudre le changement climatique. C'est vraiment les enjeux qui sont liés au dérèglement climatique. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé cette communauté, pour permettre à donner la parole aux femmes autant qu'aux hommes. Voilà. En 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi, vous avez suscité combien de vocations? Est-ce que vous avez d'autres exemples de femmes qui hésitaient et qui se sont dit « Allez, je me lance dans un projet de transition écologique » ? Alors, c'est difficile de compter, et puis c'est pas exactement notre façon de faire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est suivi par environ 3000 personnes sur les différents réseaux sociaux. On contribue, on est assez humble. Notre objectif, c'est d'aider les femmes à faire un pas supplémentaire. Donc, nous, on a des femmes qui sont d'origine extrême, à des étapes très variées dans leur projet professionnel. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment dans leur projet professionnel. On a des femmes qui n'osent pas encore se lancer et à qui on a donné envie de se lancer. De changer de métier. De changer de métier, de s'impliquer professionnellement d'une manière ou d'une autre. Mais donc ça, on en a un certain nombre de femmes en reconversion. On a aussi des femmes qui sont déjà dans des projets et qu'on va accompagner notamment par des programmes de coaching. Et donc là, on va les accompagner à aller plus loin dans leur projet, à rencontrer d'autres personnes et à multiplier leur impact. Merci beaucoup, merci Clotilde Mallet, bon vent aux impactrices, merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission, on se retrouve demain à 9h, midi et 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux.